Bonjour à tous, je suis Thierry Fabre du magazine Challenge et ravi d'animer cette table ronde, toujours pour la suite du thème mondialisation et territoire, avec donc deux cas d'entreprises, Vinci et Amazon, qui vont détailler ce qu'elles peuvent faire sur nos territoires. Et alors, elles ont le point commun, ces entreprises, d'être de temps en temps, même relativement souvent, critiquées sur certains projets. Et donc, notamment, je pense à Amazon sur l'ouverture de ses centres de distribution, je pense à Vinci sur ses projets d'autoroute. Elles sont donc, elles doivent répondre à pas mal d'interpellations et je trouve ça très intéressant qu'elles soient ici aujourd'hui pour répondre à ces critiques et expliquer ce qu'elles peuvent faire pour le développement des territoires. Donc on va détailler ces thèmes-là, mais pour lancer la discussion, donc je passerai la parole à Thierry Cottel, qui lui, donc élu de la région, est un peu l'arbitre dans ses critiques sur ces projets d'investissement, puisqu'il a face à lui des entreprises qui veulent s'implanter, mais il a aussi face à lui des associations qui critiquent ces implantations, et donc il est un petit peu au centre du sujet. Donc Thierry Cottel va notamment nous planter le décor avec ce qu'il a en tête sur ce sujet de la réindustrialisation, parce que c'est quand même le sujet concret. Comment ces entreprises peuvent participer au début de réindustrialisation que connaît notre pays après les 20 à 30 ans de destruction d'emplois industriels que nous avons connus. Thierry Cottel, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci pour ce débat qui est un petit peu particulier finalement entre un élu et puis deux présidents d'entreprises qui sont de grandes entreprises, qui sont de temps en temps et même plutôt assez souvent décriées pour un certain nombre de sujets, notamment sur la partie transition énergétique. Je voulais démarrer peut-être effectivement sur la réindustrialisation, parce que ça reste l'élément essentiel de ce qu'il faudrait que l'on fasse en tout point de vue, non seulement pour créer évidemment de l'emploi, mais également aussi pour accompagner cette transition énergétique. Et j'aimerais qu'à chaque fois qu'on discute d'ailleurs d'un sujet lié à la transition énergétique, on puisse en fait avoir un focus suffisamment large et se dire que quand on veut sauver le climat, on le sauve évidemment au plus près de chez soi, mais on regarde aussi quels sont les effets globaux, notamment de la mondialisation que nous connaissons depuis de nombreuses années, dont le modèle est finalement d'avoir eu comme usine monde la Chine, et donc avec des transports et des consommations de produits que nous importons d'une manière massive, ce qui est, reconnaissez-le, pas forcément gage de solutions écologiques. Donc la réindustrialisation, c'est aussi reproduire des produits que nous consommons, que nous importons. C'est un enjeu essentiel pour notre pays et plus généralement peut-être pour l'Europe. Il y a ce phénomène-là, et puis il y a le phénomène aussi de l'aménagement du territoire auquel on est particulièrement sensible au niveau région Occitanie, c'est-à-dire réindustrialiser, ça veut dire réindustrialiser aussi dans les territoires et casser un petit peu le modèle que nous connaissons depuis longtemps, qui est un phénomène mondial, où on concentre en fait l'ensemble des richesses, l'ensemble des productions, l'ensemble du développement économique sur les grandes métropoles, au détriment des autres territoires. L'Occitanie en est un exemple. Nous avons deux métropoles qui sont extrêmement attirantes, Toulouse et Montpellier, qui ont grossi ces dernières années d'une manière assez importante, avec tout ce que ça comporte aussi comme élément négatif, alors peut-être pas en termes d'emploi, mais souvent en termes de problématiques de logement, de problématiques aussi de pollution, il faut le dire, d'embouteillage. Bref, on concentre en fait la richesse sur certaines métropoles au détriment des autres territoires. Et nous, ce qu'on souhaiterait faire, finalement, c'est redynamiser et émailler par les villes moyennes, mais aussi par les centres-bourgs. On en parlait tout à l'heure lors du précédent débat. Il y a aussi un enjeu de revitaliser ce qui existait auparavant, avec énormément de friches industrielles qu'il faudrait peut-être utiliser. On parlait de la non-artificialisation des sols. Je pense qu'on a beaucoup à faire pour reconstruire, réindustrialiser dans des zones qui ont été délaissées industriellement parlant depuis de nombreuses années. D'ailleurs, à la région Occitanie, nous avons un dispositif spécifique qui encourage les entreprises qui veulent s'implanter dans un certain nombre de villes moyennes sur des zones et des friches industrielles permettant de recréer de l'emploi
et sans pour autant artificialiser plus qu'il ne faudrait. Merci beaucoup. Vous me donnez une excellente transition pour m'adresser à Frédéric Duval. Donc vous êtes Frédéric Duval à la tête d'Amazon France. Et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt et vous poser la question assez franchement. Vous êtes souvent critiqué pour vos implantations dans un certain nombre de régions. Moi, j'ai en tête les implantations à Rouen, à Belfort qui ont été abandonnées, et à Lyon, où vous êtes, je crois, en justice depuis 5 ans. Donc, en gros, vous vous implantez. On imagine que vous allez créer de l'emploi, mais les gens ne veulent pas de vous. Et il y a même des études qui sont sorties récemment sur le e-commerce, affichant des pertes d'emplois. Moi, j'ai en tête une étude chiffrant à 80 000 emplois sur ces 10 dernières années. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre, vous, face à ces critiques et justement, quelle évaluation vous faites de l'ouverture de tous vos centres en France et de l'impact sur l'emploi et les ressources locales? Bonjour et merci pour ces questions. Merci de m'avoir invité. D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'en France, nous avons investi massivement. Nous avons investi 16 milliards d'euros sur les 10 dernières années et nous avons créé 35 sites aujourd'hui implantés en France qui ont créé de l'emploi, puisque nous sommes aujourd'hui 20 000 CDI temps plein travaillant en France pour le groupe Amazon. En plus de cela, nous donnons la possibilité à des entrepreneurs de participer à ce développement et de l'enrichir. Ce sont 13 000 TPE, PME aujourd'hui qui vendent par notre intermédiaire, et on parlait de relocalisation et de développement de l'activité économique. Ces TPE et PME exportent. Elles exportent partout en Europe. Le chiffre qu'on a, c'est qu'elles les exportent pour 1 milliard d'euros sur les 2 dernières années. Et puis ensuite, il y a les emplois indirects qui sont liés à notre activité indirecte, qui est celle de la logistique amont et aval de nos centres de distribution. Celle-là aussi crée beaucoup d'emplois. Au final, l'entreprise Amazon a fait créer 100 000 emplois en France. Et les études qui disent que l'e-commerce détruit de l'emploi ne sont pas réelles. Elles ne donnent pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'elles ne tiennent pas compte, petit 1, de l'export dont je parlais tout à l'heure, et deuxièmement, elles ne tiennent pas compte de la livraison chez le client, livraison d'ailleurs qui améliore l'expérience écologique de l'empreinte de l'entreprise, mais ces livraisons font que, toutes les études montrent, Oliver Wyman et d'autres, montrent que l'e-commerce crée autant d'emplois que le commerce de détail. Alors expliquez-nous pourquoi alors une telle opposition, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des études qui vont dans votre sens. Je note que d'autres qui paraissent assez sérieuses, avec une économiste qui a travaillé pour France Stratégie disent le contraire. Mais donc il y a interrogation, mais comment expliquez-vous l'opposition dans un certain nombre de territoires? Mais il y a très peu d'opposition en fait. La vérité, c'est que les Français sont de plus en plus nombreux à rejoindre nos services et à venir sur notre site et à nous utiliser. Que ce soit en ville, en campagne, et que ce soit aussi des petites et des moyennes entreprises qui, jusqu'à présent, avaient oublié que l'opportunité de l'e-commerce existait et qui l'ont découvert à l'occasion d'ailleurs du Covid, qui a été pour eux une façon d'amortir la perte d'activité qu'ils avaient. Et ils ont découvert l'e-commerce. Donc je crois que la perception qui est celle de dire les Français ne veulent pas d'Amazon est totalement erronée. Les Français veulent Amazon. Et récemment, on vient de s'installer, par exemple, dans la région de Metz. Dans la région de Metz, les élus, les habitants, les entrepreneurs locaux sont totalement en ligne avec cette installation et la plébiscite. À Metz, nous avons créé 4000 emplois CDI en 1 an et demi. 97% des gens qu'on interroge autour du site disent qu'ils ont vu une amélioration neutre ou positive de l'installation d'Amazon en France. On a vu d'ores et déjà des entreprises se créer en conséquence de cette installation. Aujourd'hui, c'est encore modeste, c'est 14 entreprises, mais elles arrivent. Et on voit que la région est redynamisée grâce à cette installation. Sur ces 4000 emplois, 76% des gens étaient au chômage. Sur ces 4000 emplois, 60% de ces gens étaient au chômage longue durée. Donc il faut remettre les choses là où elles sont.
Bien au contraire, quand nous nous implantons et quand nous arrivons dans une région, eh bien nous sommes accueillis. Et d'ailleurs, je trouve que la France est une terre qui est extrêmement dynamique localement, avec des élus très motivés et qui veulent de l'activité. Alors, il y a visiblement un changement récent, mais j'ai noté que vous avez vous-même fait une offensive de communication. C'est-à-dire que quand on fait le flashback sur ces 3-4 dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'opposition. Et j'ai noté que vous avez lancé des études avec un consultant, Roland Berger, et que vous communiquez beaucoup plus vous êtes reparti à l'offensive, en fait, pour faire connaître ce que vous faites. Mais je pense que c'est important de faire les choses et de les faire savoir. Moi, je pense que c'est important de savoir que 13 000 TPE et PME en France vendent par l'intermédiaire d'Amazon et se développent. Qu'elles ont créé, ces TPE, PME, 35 000 emplois. Je pense que c'est important de dire cela, parce que ce sont des entreprises qui sont relativement modestes, de 2, 3, 4 salariés, mais qui, grâce à nous, eh bien, gardent un pas de porte en centre-ville. Et continuent de vendre à des clients qui sont français, dans leurs boutiques qui sont des clients de leur zone de la chalandise naturelle, et puis même des clients qui sont basés en Espagne, qui sont basés en Italie, qui sont basés en Allemagne. C'est très important de le dire. Voilà. Pour terminer, l'accusation de désertifier les centres-villes, ça c'est quand même, ça vous pèse sur les épaules, où on se dit effectivement quand un entrepôt Amazon s'implante, le centre-ville périclite. Est-ce que ça, c'est pas vrai, ne serait-ce qu'en partie? Eh bien non. Reprenons les 40 dernières années, et je pense que tout le monde reconnaîtra ce que je vais décrire. Les 40 dernières années, nous avons installé en périphérie des villes des zones commerçantes avec des magasins thématiques. Je ne vais pas en citer, mais on sait très bien, il y a des magasins de chaussures, des magasins de meubles, des magasins, des grandes surfaces, et on a fait en sorte que le public qui était en centre-ville aille faire ses courses à l'extérieur de la ville. On a ajouté à cela que le parking en centre-ville est désormais payant, alors qu'il est gratuit à l'extérieur de la ville. Et puis, on a réduit la taille de la voirie en centre-ville. Je ne critique pas du tout, hein. Je trouve ça très très bien. On a de très beaux centre-ville et c'est très agréable d'être en centre-ville. Maintenant, le trafic qui est en centre-ville a diminué et l'attraction de ces centres-villes, malheureusement pour des commerces, a diminué aussi. L'e-commerce est un allié. L'e-commerce doit permettre à des boutiques qui sont en centre-ville de vendre en centre-ville tout en maintenant une activité et en vendant partout en France par l'intermédiaire de sites e-commerce. C'est vrai pour Amazon, mais c'est vrai pour la Fnac, c'est vrai pour Cdiscount, c'est vrai pour plein d'autres acteurs qui sont sur le site, qui sont autant de fenêtres qui permettront à des petites entités de centre-ville de vendre. Et c'est le cas. Ça existe. À Valoris, l'artisan du cristal fait ça. À Rouen, une papeterie, la papeterie Neveu fait ça. Enfin, il y a plein de gens qui font ça aujourd'hui. Et c'est grâce à cette dualité et cette complémentarité entre une activité de centre-ville et une activité en ligne, eh bien, que nous allons garder la vitalité de nos villes. Merci beaucoup. Passons à vous, Monsieur Copé. Vous êtes à la tête de Vinci Autoroute. Et vous, comme Monsieur Duval, vous avez un problème d'image. C'est-à-dire que l'image souvent véhiculée par les concessions d'autoroutes, c'est d'abord un lieu où se fait la pollution des transports. C'est aussi des sociétés souvent accusées de gagner beaucoup d'argent et d'augmenter un petit peu trop les tarifs autoroutiers. Donc vous avez aussi à communiquer face à ces critiques. Le premier thème que j'aimerais développer avec vous, c'est votre projet écologique en gros. C'est-à-dire vous êtes le lieu où se fait la pollution et vous avez l'ambition de devenir extrêmement écolo en prenant le fer de lance à la transition énergétique. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu votre interview dans Challenge, j'ai été assez surpris, et c'est un côté assez paradoxal, mais expliquez-nous comment vous comptez le faire. Ah, on a de la visite. On va parler 5 minutes. Non, s'il vous plaît. On va parler 5 minutes et ensuite on s'en va. Juste 5 minutes. Sinon, on va crier. Alors, attendez, si vous pouvez être concis, c'est-à-dire vous avez vu qu'il y a une conférence, M. Copé était en train de répondre à des questions, vous lui avez coupé la parole. Donc, on vous fait confiance. 5 minutes.
Allez-y, prenez le mien. Merci. Nous interrompons ce sommet pour vous faire passer un message. Ce sommet est une honte. Nous sommes Extinction Rebellion et Extinction Rebellion continuera de s'interposer tant que de véritables actions ne seront pas mises en place pour réellement lutter contre le changement climatique et la destruction du vivant. Nous ne vous laisserons pas prétendre que vous êtes des entreprises vertes lorsque vous œuvrez activement pour l'extinction de notre espèce. Vous n'avez pas honte quand même ? Il y a dans cette salle le directeur d'Amazon France, le président de Vinci Autoroutes, le PDG de Pierre Fabre. Ce sommet qui accueille des représentants de Google, Amazon, Exxon, LVMH, Pfizer, ose s'appeler le Common Good Summit. Vous le sous-titrez Sommet du bien commun. J'aurais tellement honte à votre place. Comment pouvez-vous parler de sauver le bien commun lorsque, comme Pierre Fabre, vous poussez à la construction d'une autoroute, la 69, qui va artificialiser 400 hectares de terres cultivables, alors qu'un objectif de zéro artificialisation des sols a été fixé? Quand, comme Vinci, vous construisez ces mêmes autoroutes et vous faites des sommes d'argent inimaginables dessus? Quand vous volez des centaines de milliers de litres cubes d'eau à l'heure où les nappes phréatiques sont vides et qu'un été caniculaire nous guette? Quand vous expropriez des agricultrices en plein milieu d'une crise sociale et financière? Tout ça pour construire une autoroute qui ne va permettre de gagner que 12 minutes de temps de trajet. Tout ça pour construire une autoroute dans le but de désengorger des routes si peu utilisées que les hérissons ont largement le temps de traverser. Durant ce sommet, vous aimez parler de démocratie. Mais je vous le demande, où est la démocratie lorsque vous vous entêtez à construire une autoroute qui a obtenu 87% d'avis négatifs lors de l'enquête publique environnementale? LVMH, comment pouvez-vous parler de sauver le bien commun et de décarbonation lorsque votre patron s'appelle Bernard Arnault et qu'il émet en un mois une quantité de CO2 tellement énorme qu'un Français moyen met plus de 20 ans à la produire? Comment, je le répète, pouvez-vous parler de bien commun lorsque vous appelez Amazon France et que votre fondateur Jeff Bezos a suffisamment de capital à lui seul pour enrayer la faim dans le monde mais ne le fait pas? Et comment faites-vous pour parler de bien commun lorsque vous continuez à l'enrichir et à vous enrichir en exploitant des millions de personnes tout autour du globe, dont des enfants, sans hésiter à sacrifier leur vie pour du capital? Nous n'oublions pas et nous n'oublierons jamais toutes les personnes mortes d'épuisement et de maltraitance dans vos entrepôts. Ce sommet n'est qu'une mascarade organisée par des entreprises écocidaires et meurtrières pour se donner une bonne image, une image sociale, une image écolo-compatible. Un sommet où vous osez dire qu'ExxonMobil est une entreprise verte n'est qu'un ramassis de mensonges. Un enfumage pour nous faire croire qu'ils veulent notre bien et non juste remplir vos poches. Mais nous ne sommes pas dupes. C'est pour cela que nous avons décidé d'intervenir et qu'Extinction Rebellion interrompt ce sommet. Nous avons compris que vous êtes des criminels et que vos profits valent plus que nos vies. Mais ayez au moins la décence d'assumer vos actes meurtriers et d'arrêter de nous parler de bien commun. Nous ne vous laisserons pas plus mentir éhontément. Je pense, non, pardonnez-nous. Hier, on a parlé, vous aviez dit, vous m'avez demandé 5 minutes. 5 minutes. Vous m'avez demandé 5 minutes. Hier, vous avez dit, il y a des activistes aujourd'hui, il y avait des activistes l'année dernière. Ça va devenir une habitude qu'il y ait des activistes au sommet du bien commun. Vous avez raison. Nous continuerons de venir et de nous interposer, car nous ne pouvons pas vous laisser faire semblant d'œuvrer pour le bien commun quand vous faites exactement le contraire. Nous ne vous laisserons jamais tranquille. Peu importe les sommets qu'atteindra la répression, nous continuerons de nous interposer. Parce que lorsque vous exploitez des millions de personnes, lorsque vous vous faites de l'argent sur la vie et l'avenir des habitants et habitantes de cette planète, lorsque vous savez depuis les années 70 que vous êtes en train de provoquer la 6e extinction de masse et donc de condamner l'ensemble de l'humanité, lorsque vous avez fait du lobbying pendant des décennies pour nier la crise climatique, la seule chose que vous pouvez faire pour sauver le bien commun, c'est de mettre la clé sous la porte et de démissionner. Là, voilà votre fameuse responsabilité sociétale. Parce que les réponses à l'urgence climatique, vous les avez. Vous savez pertinemment qu'il ne faut pas tripler notre production en énergie et la décarboner ensuite. Vous savez pertinemment que les voitures électriques ne sont pas la solution. Non, vous savez très bien qu'il faut que l'on change de modèle, que l'on décroisse, que l'on arrête d'artificialiser les terres. Mais ça, vous vous en fichez parce que ça ne rapporte pas de l'argent de ne rien faire. D'arrêter d'artificialiser les terres, d'arrêter de construire des infrastructures inutiles. Vous le savez pertinemment.
Plutôt que de faire face à la vérité, vous l'ignorez et la camouflez. Et vous organisez des événements comme celui-ci pour vous convaincre que vous êtes de bonnes entreprises responsables et éthiques, que vous faites de bonnes choses. Mais au fond de vous, vous savez très bien que vous œuvrez pour la destruction de l'humanité. Avez-vous des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces? Avez-vous pensé à eux une seule seconde, au monde que vous leur laissez, que vous nous laissez? Le danger climatique, c'est maintenant, c'est pas dans 20 ans, 30 ans, c'est aujourd'hui, c'est cet été. C'est la canicule de cet été. L'histoire nous regarde et l'histoire vous jugera. Si vous ne vous arrêtez pas, là, maintenant, vos enfants et tous les autres ne vous le pardonneront jamais. Si notre espèce arrive à survivre à la crise climatique, et j'en doute, vous resterez dans notre histoire aux côtés des pires dictateurs de l'humanité. Parce que comme eux, vous saviez et vous avez sciemment œuvré pour la destruction du vivant. Comment faites-vous pour vous regarder dans la glace ? Vous disiez hier qu'il fallait ouvrir un dialogue avec les activistes, mais ce n'est pas d'un dialogue que nous voulons. Nous voulons des actions concrètes, maintenant, pas pour 2030, pas pour 2050. La planète n'a pas le temps d'attendre. Nous devons agir maintenant. Nous voulons changer ce système pourri à la racine. Et ce n'est pas en discutant tranquillement avec des entreprises comme Amazon que nous ferons cela. Cette intervention est un avertissement. Nous continuerons de nous soulever, de nous rebeller contre la 6e extinction de masse que vous provoquez. Nous ne vous laisserons jamais tranquilles. Je voudrais que on profite de ce moment. Je voudrais, s'il vous plaît, que nous profitions. Bon, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse? Non, vous voyez, c'est ça qui est malheureux dans notre manière de dialoguer, c'est que. Non. J'aurais aimé que vous restiez 3 minutes pour écouter Christian Gaulier, qui vous expliquerait pourquoi effectivement. Ah, voilà. Bon, c'est un faux dialogue. Donc, on a essayé à la fois qu'ils parlent, on aurait aimé qu'ils écoutent, surtout Christian Gaulier, qui travaille sur ces questions-là. Christian, est-ce que tu peux dire en 2 minutes ce que tu as dit hier? Et puis le débat reprendra. Et bien entendu, Pierre Copé, on va reprendre et si tu peux répondre à une des questions qui arrivent là, en dehors de tout ce que tu vas nous dire. Je pense effectivement que ceci est une illustration un peu extrême, mais c'est un petit peu effectivement le quotidien de notre société aujourd'hui. Nous vivons dans une société immensément stressée socialement, avec des désaccords extrêmement profonds sur la façon d'y arriver. Je pense qu'on est tous d'accord, eux comme nous et vous, que nous avons des crises, des défis au XXIe siècle qui sont de tout premier ordre, mais comment affronter ces défis, comment affronter nos responsabilités envers les générations futures. Nos collègues de Extinction Rebellion ont des propositions, nous avons des propositions. Aucune d'entre elles est aujourd'hui fait consensus dans la société. Il n'y a pas de parti politique pour porter une décroissance immédiate. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui est capable de dire, et effectivement, et en France comme à l'étranger, on sait qu'il faut décroître nos émissions de CO2 de façon extrêmement rapide. Les objectifs européens de moins 55% sont majeurs, sont considérables. C'est extrêmement compliqué de les atteindre. Comment on va le faire? Il y a aujourd'hui, au niveau démocratique et au niveau de notre système démocratique et au niveau de notre économie de marché libérale, régulée par un pouvoir fort, un pouvoir public fort, il n'y a pas aujourd'hui d'accord sur comment il faut y arriver. Et ce sommet pour le bien commun est un endroit, on espère, le plus convivial possible, pour débattre de ces sujets avec des entreprises qui sont concernées, même si effectivement elles portent sur leurs épaules des responsabilités lourdes, mais qu'ils partagent avec les consommateurs. Est-ce que c'est Vinci qui est responsable des émissions de CO2 que je vais engendrer en prenant ma voiture ce week-end pour me rendre en ville? Je pense que nous sommes tous responsables. Et comment chacun d'entre nous, à chacun dans notre rôle de chef d'entreprise
dans le mode de production et les consommateurs et les ménages dans leur mode de vie. Comment chacun d'entre nous pouvons-nous répondre à ces enjeux? Je pense que depuis plus de 24 heures maintenant, nous débattons de ça. Nous débattons, je pense, avec la plus grande honnêteté possible. Et je pense que nous sommes tous témoins hier et ce matin que chacun vient avec des propositions. Ces propositions sont plus ou moins bonnes, sont plus ou moins limitées dans leur ambition, mais cette limitation de notre ambition ne provient pas uniquement des jeux de rôle que nous avons dans notre société. Ils viennent aussi d'une problématique, on en a suffisamment parlé ce matin, d'acceptabilité sociale, comment affronter ces choses-là. C'est des sujets que nous discutons hier et ce matin et que nous certainement referons dans les années à venir dans les successions de sommets du bien commun, que nous avons l'ambition de mener, parce que TSE est une institution qui est composée de 150 économistes et sciences sociales qui réfléchissent tous les jours en partenariat avec des grandes universités dans le monde sur ces sujets, de savoir comment la science économique peut aider à améliorer le monde, à faire en sorte que les intérêts privés des consommateurs, des ménages et des entreprises puissent converger vers l'intérêt général. Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, Pierre Coppée, on va reprendre dans le calme. Mais je vous demandais juste de répondre à la question de fond, c'est-à-dire votre projet de décarbonation et le défendre ici, mais de répondre aussi à cette interpellation de ce type d'organisation. Qu'est-ce que ça vous suscite comme réaction chez vous? D'abord, moi, je voudrais dire que j'ai du respect pour ce qui vient d'être dit et pour la sincérité des personnes qui se sont exprimées. Je suis gêné par la violence de la méthode et par le refus du dialogue, mais je pense que notre responsabilité à tous, c'est d'accepter le débat et de donner sa place, leur place à toutes les opinions, parce que nous sommes sur des enjeux qui nous concernent tous. Donc, je répète, je respecte les personnes et j'ai du respect pour leurs propos. Je regrette seulement que le débat ne soit pas possible et que la forme soit aussi peu ouverte au dialogue. Cela étant, vous m'avez invité pour évoquer la question de la décarbonation et la façon dont la route, de manière un peu contre-intuitive, peut contribuer à la décarbonation. Je voudrais dire développer quelques idées simples. Il y a en France un réseau de 1 million de kilomètres de route. Il y a en France un mix de déplacements qui fait que 87% des déplacements empruntent la route, qui fait que 75% des trajets domicile-travail empruntent la route, qui fait que les trajets domicile-travail sont de plus en plus contraints d'utiliser la route, simplement parce qu'ils sont de plus en plus longs et que la densité des métropoles les rend inaccessibles. Et donc, ce que je revendique, c'est que les politiques de transport partent du principe de réalité et partent de l'idée simple que si les gens empruntent leur voiture et utilisent la route, si le fret passe par la route et pas par le rail, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution compte tenu des besoins, compte tenu de la géographie de notre pays. Et donc, une fois qu'on a admis ça et une fois qu'on a compris que la colonne vertébrale des transports en France, c'est la route, je pense qu'il est important de s'attaquer à la décarbonation de la route, puisque les transports représentent le tiers des émissions de carbone du pays. Et s'attaquer à la décarbonation de la route, c'est d'une part accélérer le déploiement de véhicules décarbonés, avec à la clé le déploiement de bornes de recharge électrique et l'installation d'un réseau fiable de recharge électrique. Mais décarboner la route, c'est aussi, et c'est intéressant de l'évoquer dans une ville comme Toulouse, c'est aussi densifier les usages. Il faut regarder le réseau routier
comme une infrastructure capable d'accueillir toutes sortes de modes et capable d'accueillir des modes plus denses que ceux qui sont utilisés aujourd'hui. Ce qu'il faut combattre, c'est l'autosolisme, pardon pour le néologisme. Il faut combattre l'autosolisme en encourageant des modes de transport plus intensifs et des usages plus intensifs de la route. Ce sont des bus, les bus sur autoroute, ce sont les pratiques de covoiturage, et tout ceci nécessite à la fois les développements digitaux qu'on voit fleurir avec les applis de covoiturage, mais aussi des infrastructures avec la construction de parkings de covoiturage et le développement d'infrastructures multimodales et d'infrastructures de comodalité, parce que tout ça s'organise. Et je crois que c'est important d'avoir en tête que pour desservir une métropole dans laquelle le besoin de transport progresse de 15% par an, c'est important, je le dis en passant, lorsqu'on raisonne sur les transports, il faut raisonner en dynamique. Les besoins de transport ne cessent de croître, les déplacements ne cessent de croître, et dans une métropole comme Toulouse, la croissance des besoins de déplacement, sauf erreur et sous votre contrôle, elle est de 10 à 15% par an. Ce qui veut dire qu'il faut utiliser les infrastructures existantes, qui sont un bien commun. Il faut utiliser mieux les infrastructures existantes et il faut les optimiser. Et mettre des bus sur autoroute ou sur le réseau routier pour favoriser l'accès du centre-ville, pour favoriser la desserte et la capillarité de la métropole. Mettre des bus pour favoriser les trajets domicile-travail avec de la fiabilité, de la régularité, de la ponctualité. Je pense que c'est une bonne façon façon à la fois économe et pragmatique d'agir pour la décarbonation des transports. D'accord. Monsieur Copé, on voit bien le diagnostic que vous posez, mais comment accélérer en fait? Ça dépend de qui et de quoi. Vous dites qu'il faudra 6 fois plus de bornes que de stations, donc ça demande des investissements colossaux. Qui doit le faire et quelle participation des sociétés concessionnaires dans ce projet? En fait, si vous voulez, sur ces questions d'infrastructure, il y a 10 000 km d'autoroute, 1 million de kilomètres de route. Et donc, vous voyez bien que ceci mobilise, ceci doit mobiliser, enfin les investissements dont vous parlez, doivent mobiliser l'ensemble des bonnes volontés et l'ensemble des capacités de contribution, qu'il s'agisse des contributions qui viennent des impôts et taxes ou qu'il s'agisse des contributions qui viennent du péage. Mais c'est vrai que, alors vous pointez le fait que pour déployer un réseau de bornes électriques, les investissements sont complexes. D'abord parce qu'il faut amener la puissance. Et la puissance, elle n'est pas sur le long des réseaux autoroutiers ou routiers. Donc il faut à la fois amener la puissance électrique et puis de façon assez simple. Pourquoi 6 fois? Parce qu'il faut 5 minutes pour faire le plein d'essence et qu'il faut 30 minutes pour recharger une batterie. Ça veut dire que en période de pointe, il faut 5 à 6 fois plus de bornes de recharge électrique pour être capable de servir les besoins tels qu'ils se présenteront lorsqu'on aura atteint les objectifs de migration du parc automobile qui sont ceux inscrits dans la stratégie nationale bas carbone. Sur la question de savoir qui doit payer, moi je crois qu'il faut se référer à ce qui a pu être dit dans la période récente par les pouvoirs publics. La transition climatique, la crise climatique et la transition énergétique à laquelle nous devons collectivement faire face appellent des investissements absolument gigantesques, absolument colossaux. Et si on veut réussir à financer ces investissements, je crois qu'il faut mobiliser l'ensemble des capacités d'investissement, qu'elles soient publiques, ou les capacités qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles viennent de l'État ou qu'elles viennent des entreprises. Je voudrais aussi, en écho à l'incident qu'il y a eu au début de cette réunion, rappeler que la politique des infrastructures dans notre pays, ça n'est pas le fait des entreprises. La politique des infrastructures, c'est le fait de l'État. Et c'est le fait de décisions qui sont largement et démocratiquement instruites dans le cadre de procédures d'utilité publique. Oui. Et ce ne sont pas les entreprises qui en décident. Il arrive que les entreprises soient mobilisées pour leur financement, pour la construction, la conception, l'exploitation
et le financement d'infrastructures, mais la décision de faire une infrastructure, c'est une décision souveraine et c'est une décision de l'État dans le cadre de procédures démocratiques d'instruction. Certes, mais on voit bien qu'il y a un débat sur à la fois votre contribution. J'ai noté que le ministre du Transport, par exemple, veut vous faire contribuer au plan sur le rail, et il y a un débat sur vos profits. Régulièrement, vos profits sont contestés, le niveau est contesté, y compris par certains parlementaires. J'ai en tête un rapport d'un sénateur sur les profits réalisés par les sociétés concessionnaires. Qu'est-ce que vous répondez à cela, notamment sur le niveau de votre rentabilité? Est-ce qu'elle a pu être excessive? Alors, ce que je réponds sur ce sujet inlassablement, c'est que le schéma des concessions est un schéma incompris et qui est manifestement notre échec collectif. Nous ne sommes pas capables d'expliquer ce modèle. Alors, je vais essayer, puisque vous me donnez une nouvelle chance. Je disais à l'instant que investir dans les infrastructures nécessite des montants considérables. Que quand on les confie à une société concessionnaire, on considère que c'est l'usager avec le péage qui va financer l'investissement et non pas l'impôt. On charge une entreprise d'investir, de s'endetter lourdement, ce qui l'a fait passer par une longue période au cours de laquelle non seulement elle investit, mais elle ne gagne pas d'argent. Ensuite de quoi, il y a une période qui est calculée et valorisée dans les contrats, dans laquelle la société gagne de l'argent de manière à rembourser les investissements initiaux. Alors oui, les sociétés concessionnaires font des profits importants. Ces profits ne se comparent pas avec ceux d'une société commerciale, puisque les investissements des sociétés concessionnaires sont faits pour rembourser sur la durée, les profits des sociétés concessionnaires sont faits pour rembourser sur la durée limitée de la société les investissements qu'elle a consentis pour la collectivité publique. Et à la fin de la concession, l'infrastructure appartient à l'État et le concessionnaire n'a plus rien. D'accord. Merci. Thierry Cotel, je vais vous demander de réagir à ce qui s'est passé jusqu'alors, c'est-à-dire les interventions de ces deux entreprises et la mise en cause aussi d'Action Rébellion. Comment l'élu réagit à tout ça, à la complexité de voir des entreprises qui avancent des projets et la contestation qui vous remonte aussi? Tout d'abord, les entreprises, elles sont des entreprises. Donc elles sont des centres de profit. On peut en dire ce qu'on en veut, mais en tous les cas, leur objectif, c'est de gagner de l'argent comme toute entreprise. Quand je dis ça, c'est que il ne faut pas s'illusionner sur ce qu'on appelait à un moment donné l'entreprise citoyenne, un concept que je n'ai jamais compris et que j'ai toujours d'ailleurs réfuté. Alors moi, je suis en même temps industriel, donc je le dis très bien, mon entreprise, elle n'est absolument pas citoyenne du tout. Enfin, je veux dire, à la fin de l'année, il faut gagner de l'argent. Après, il y a les conditions, évidemment, la façon dont ça se passe, avec le dialogue social, etc. Tout ça pour dire que quand on rentre dans un débat général, et quand on rentre en fait dans un choix de société, les argumentations, et je les comprends, que les entreprises mettent en avant pour montrer qu'elles créent de l'emploi, pour montrer qu'elles sont vertueuses, etc., elles restent quand même limitées à leur premier objet, c'est-à-dire gagner de l'argent. Alors après, c'est aux politiques de jouer. Et c'est ça le problème. C'est que on a finalement peut-être les politiques que l'on mérite, ou en tout cas on a pour nos concitoyens peut-être pas l'engagement suffisamment précis et l'effort qu'il faut faire pour les choix qui sont faits, qui ont déjà été faits et qui font qu'on est dans un système, si je prends le cas d'Amazon, qui est un système qui est basé sur l'importation assez importante, même s'il y a des choses qui peuvent être faites de manière locale, mais extrêmement importante en fait de produits venant de l'étranger, notamment de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'usine Chine. Moi j'ai un collaborateur qui tous les jours reçoit un petit cadeau de son épouse qui sur Amazon lui offre un petit produit. Alors c'est tout à fait mignon, mais tout ça vient du Japon ou de Chine. Est-ce que le besoin véritablement, il faut se poser la question, je parle à l'ensemble donc de nos concitoyens, est-ce que nous avons besoin en fait de répondre systématiquement à une envie spontanée, à l'immédiateté, puisque c'est de ça dont on parle assez souvent, c'est-à-dire que on ne réfléchit pas sur le long terme, on ne réfléchit pas aux conséquences que l'on a d'un point de vue individuel dans telle ou telle action, mais également aussi on n'interpelle pas suffisamment les politiques. Et quand je dis les politiques, c'est que moi je suis un citoyen, je travaille tous les jours, mais je suis aussi un citoyen et j'ai fait des choix politiques qui sont des choix qui ont été d'ailleurs à l'encontre du système dans lequel on vit à l'heure actuelle, c'est-à-dire de très grande libéralisation finalement. On n'a plus la régulation économique que l'on avait à une certaine époque qui permettait de faire des choix de long terme et c'est ça que l'on peut regretter.
pas simplement pour l'État, mais également aussi pour les collectivités locales. Et c'est là-dessus peut-être que tout le monde devrait se mobiliser, y compris ceux qui pensent qu'en faisant des coups d'éclat, ils règlent les situations. Je pense qu'il faut qu'ils s'investissent eux-mêmes dans la politique qui est sur le long terme et qu'on arrive en fait à trouver des solutions. On ne peut pas du jour au lendemain s'arrêter. C'est pas possible. Par contre, on peut agir d'une manière extrêmement importante sur la transition énergétique, notamment en faisant un certain nombre en donnant un certain nombre de lois, un certain nombre de réglementations qui permettent d'accélérer cette transition énergétique, notamment pour les entreprises quand il faut les décarboner d'une manière massive. Merci. Il nous reste à peine 5 minutes pour prendre les questions de la salle. La première vous concerne, Frédéric Duval. Sur le type d'emploi créé, que vous créez, est-ce que ce sont des emplois durables demande cette question. Et ça me donne l'occasion de vous questionner sur les conditions de travail chez Amazon qui ont fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de contestations avec les syndicats, un certain nombre de conflits en France ces dernières années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, alors, je vais répondre à votre question, mais je pense qu'il y a énormément de fantasmes qui sont liés à notre activité, et certainement parce qu'on ne voit pas nos salariés. Contrairement à ce que vous faites quand vous allez dans une grande surface, vous voyez les salariés des distributeurs. Nous créons des emplois pérennes. 20 000 CDI en France, et les gens restent chez nous. Comment se sentent-ils chez nous? On a demandé à l'IFOP de les interviewer et de leur demander. On a fait un sondage en début d'année 2023. 80% des gens disent recommander à leur famille, à leurs proches de venir chez nous et de se voir rester chez nous pendant encore les années futures. Par rapport à la norme IFOP de 60% en France, on est 20% au-dessus. Les gens qui travaillent chez nous sont bien chez nous. Nous signons avec les 5 syndicats que nous avons en France des accords. On a signé un accord, par exemple, sur la qualité au travail qui a été plébiscité par 97% des gens en 2021. En 2022, on a un accord sur le travail handicapé avec 6 jours supplémentaires. Enfin, je ne vais pas vous détailler l'accord, on a signé. On vient de signer les NAO avec 7,8% d'augmentation en 2023 avec 4 syndicats sur 5. Ce que je veux dire, c'est qu'à nouveau, il y a énormément de fantasmes. Et fantasme ou c'est le passé? Mais non, c'est une situation qui a évolué. Là, je viens de vous dépeindre 3 ans de travail et ça fait 17 ans que je suis dans la société, ça fait 17 ans que c'est comme ça. Donc, non, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont absolument inexactes. D'accord, merci. Autre question de la salle sur le sujet polémique qui vous passionne, Monsieur Copé, l'autoroute Toulouse-Castres. Alors je sais que vous n'êtes pas partie prenante, vous avez juste une petite bretelle dans ce projet d'autoroute. J'aimerais savoir comment vous décryptez là aussi le pourquoi tant d'opposition et comment vous avez réglé l'opposition aussi dans votre projet d'autoroute à Strasbourg qui a finalement eu lieu, mais après beaucoup de contestations. Moi, c'est pas mon rôle de régler les oppositions, ça marche pas comme ça. Enfin, de grâce, essayons d'éviter les caricatures. Je le répète, un projet autoroutier, c'est un projet de l'État. C'est un projet de l'État qui ne se fait qu'après avoir été déclaré d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique intervient après une enquête publique et un processus de délibération extrêmement long, extrêmement compliqué. Le sujet de Toulouse-Castres, c'est une autoroute, c'est un projet qui a plus de 40 ans, sur lequel les choses ont été abondamment discutées dans le cadre de procédures. Après quoi, l'État a décidé. Donc si vous avez encore aujourd'hui, alors que la concession a été accordée d'ailleurs à un autre concessionnaire que Vinci, si vous avez des questions sur pourquoi, posez la question à l'État qui a dévolu le contrat et qui l'a décidé. Vous avez une idée, je pense, question pour le concessionnaire. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes un spécialiste du secteur, vous avez une idée pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer pour que ça bloque moins? Mais vous, comme journaliste, quelle est votre solution quand vous avez sur scène des gens qui font une déclaration et qui ne veulent pas dialoguer avec vous? Je vous retourne la question. Donc, c'est bien, vous posez la question, mais si vous voulez, je ne suis pas spécialiste des autoroutes. Donc je peux vous. Mais vous êtes spécialiste des débats. On a réglé la question en leur donnant la parole. Finalement, ils sont partis. On a pu aller au terme. Donc, on a été conciliant. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais je pense que ça a fonctionné. Vous, je ne comprends pas que vous ne puissiez pas nous donner votre avis sur
peut-être améliorer les procédures pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des procédures qui durent des années à Strasbourg et autant de contestations dans le Toulouse-Castres. Est-ce que, je vous dis par exemple un argument. On me disait hier, vos équipes me disaient que sur les autoroutes, on n'avait pas conscience à quel point la circulation était beaucoup plus sûre que sur les routes nationales. C'est un argument que je n'entends pas dans le débat. Est-ce que c'est pour vous un problème de communication ? C'est normal de vous poser la question, savoir ce que vous en pensez. Absolument. Mais de façon très simple, je ne peux pas répondre avec une réponse aux 50 questions que vous me posez en même temps. Donc oui, je vous confirme que l'autoroute est 5 fois plus sûre que la route. Je vous confirme qu'une autoroute intégrée dans son environnement a un impact sur la protection de la biodiversité, de la ressource en eau et sur l'ensemble des ressources, qui est beaucoup plus favorable qu'une route qui date des Romains et dont l'insertion dans l'environnement n'a pas été pensée. Bien sûr, je vous confirme également que, si vous voulez un exemple ou une illustration de ce qui a été fait à Strasbourg sur l'autoroute de contournement de la ville par l'ouest, c'est une autoroute qui a nécessité une emprise de 180 hectares, mais sur laquelle il y a eu 1400 hectares de mesures compensatoires et de mesures environnementales. Donc oui, bien sûr, je vous confirme également qu'une fois en service, cette autoroute qui a été voulue par l'État, par la région, par le département, par la métropole et par la ville de Strasbourg, tout comme Toulouse-Castres a été voulue par l'ensemble des collectivités locales, je vous dis qu'une fois en service depuis maintenant près de 2 ans à Strasbourg, l'autoroute de contournement libère le centre-ville du trafic des poids lourds, libère le centre-ville de la congestion, améliore la qualité de l'air. C'est pour ça qu'on fait des infrastructures. Et on ne les fait pas de façon honteuse, on les fait avec un niveau de qualité, un niveau d'exigence environnementale et un niveau de responsabilité qui mérite mieux que ces caricatures. Et moi, je suis prêt à en débattre. Et d'ailleurs, on passe notre temps à ça. Il y a dans cette salle plusieurs personnes qui sont des maîtres d'ouvrage de Vinci Autoroute, qui construisent qui font de l'ordre de 700 ou 800 millions d'euros d'investissement par an et qui passent leur temps en réunion de concertation, en réunion de dialogue dans les mairies, avec les collectivités locales, avec les riverains, et qui font un travail d'adhésion. Mais je le redis, la décision de faire une infrastructure, c'est une décision de l'État, c'est une décision de la collectivité publique et c'est une responsabilité de la collectivité qui, d'ailleurs, fait l'objet d'instructions parfaitement démocratiques et parfaitement débattues. Merci, vous avez totalement répondu à la question, j'en suis ravi. Merci à tous pour ce débat sportif, mais qui a pu avoir lieu.